Erich von Manstein est considéré par beaucoup comme le meilleur général de la Seconde Guerre mondiale. Mais que savez-vous vraiment sur lui? Saviez-vous qu'il a été adopté? Était-il au courant de l'attentat contre Hitler? Combien gagnait-il en tant que maréchal de camp? Comment a été menée l'enquête par les SS pour déterminer s'il était juif? Pourquoi ont-ils voulu l'envoyer diriger le Afrika Korps? Dans ce programme, nous explorerons toutes ces curiosités et bien d'autres encore. Commençons par la fin, en commentant l'une des curiosités les plus frappantes. Qui étaient ses plus grands défenseurs lorsque Manstein était en prison après la guerre? 3 ans après la fin du conflit et après de nombreux procès, ce fut le tour de Manstein en 1948, lorsqu'il fut jugé comme criminel de guerre. Après une année de procès très dur, il fut condamné à 18 ans de prison. Cette condamnation n'a pas été bien accueillie par beaucoup, qui l'ont jugée excessive. Ainsi, plusieurs personnes influentes ont commencé à travailler pour sa libération. Parmi les personnages les plus célèbres qui ont aidé Manstein à être libéré en 1953, on trouve le maréchal britannique Montgomery et le Premier ministre Churchill, réélu 2 ans auparavant. Curieux, n'est-ce pas? Nous explorerons ensuite la question de savoir si Manstein a été adopté ou non. Né à Berlin le 24 novembre 1887, il était le 10e enfant du général Eduard von Lewinsky et le 5e de sa seconde épouse, Hélène von Sperling. La petite sœur de cette dernière, Hedwig von Sperling, était mariée au lieutenant-général Georg von Manstein, qui n'avait pas d'enfant. Suivant une pratique courante à l'époque, les Lewinsky décidèrent de confier leur prochain enfant au Manstein. Avant même sa naissance, les 2 familles convinrent qu'Erich serait adopté lors de son baptême. Ainsi, le jour de cette cérémonie religieuse, Erich Georg von Lewinsky prit le nom de famille von Manstein. Tant ses parents biologiques que ses parents adoptifs venaient d'anciennes familles aristocratiques prussiennes, avec des traditions militaires remontant aux chevaliers teutoniques. De plus, une autre sœur de sa mère s'était mariée avec Hindenburg, ce qui faisait de Manstein son neveu. La 3e curiosité que nous aborderons est la proximité de Manstein à commander l'Afrika Korps à la place d'Erwin Rommel. Tout cela s'est passé après la chute de la France, où Manstein a acquis une grande renommée au sein de la Wehrmacht. Cette renommée a été obtenue au détriment de Halder et Brauchitsch, qui s'étaient opposés à plusieurs reprises au plan de Manstein. Ainsi, Manstein représentait une menace pour eux, car il incarnait tout le contraire de Halder et Brauchitsch. Dans le cercle des généraux allemands de l'époque, Halder était considéré comme un officier exceptionnellement intellectuel. Cependant, en Manstein, jeune et ambitieux, ces hommes voyaient un grand rival dont les compétences étaient jugées supérieures par de nombreux généraux. Les différences entre Halder et Manstein étaient notoires dans leur manière de prendre des décisions, tant dans leur nature que dans leur structure mentale. Halder, méthodique et systématique, réfléchissait la nuit, considérait toutes les possibilités et consultait largement ses collaborateurs avant de prendre des décisions importantes. En revanche, Manstein prenait des décisions rapides sans consulter personne, faisant confiance à son intuition plutôt qu'à une pensée méthodique. Pour se débarrasser de ce concurrent, Halder tenta d'envoyer Manstein dans un théâtre d'opérations secondaires, d'abord en Norvège puis en Afrique. Finalement, en février 1941, ils décidèrent de lui confier le commandement du nouvellement créé Afrika Korps, la force expéditionnaire allemande chargée de stabiliser la situation en Afrique du Nord après les échecs des armées italiennes face aux Britanniques. Cependant, par chance pour Manstein, Hitler intervint et préféra confier le commandement de l'armée africaine à Erwin Rommel, empêchant ainsi Manstein de commander sur ce front méditerranéen. La 4e curiosité du programme concerne le salaire de Manstein en tant que maréchal de la Wehrmacht. Le salaire de base d'un maréchal était d'environ 26 500 Reichsmark par an, auquel s'ajoutait une prime de 48 000 Reichsmark, octroyée directement par Hitler, généralement pour son anniversaire. Cette prime supplémentaire visait à maintenir heureux et loyaux ces hauts officiers, agissant comme un pot de vin pour assurer leur obéissance inconditionnelle et leur loyauté infaillible.
Pour mettre ce salaire annuel de près de 75 000 Reichsmarks en perspective, un travailleur qualifié dans une usine de chars gagnait environ 1500 Reichsmarks par an. Ainsi, le salaire de Manstein était environ 50 fois supérieur à celui d'une personne moyenne. Lorsque Manstein fut destitué le 30 mars 1944 et placé en réserve, sa prime extraordinaire de Hitler fut réduite à seulement 4000 Reichsmarks. Bien qu'il soit difficile de donner un chiffre exact, ces presque 75 000 Reichsmarks de l'époque équivaudraient à environ 450 000 $ actuels. Actuellement, un général américain gagne environ 250 000 $ par an, un montant qui peut augmenter s'il participe à une guerre, montrant que les deux salaires sont assez comparables. La prochaine curiosité du programme abordera la question de savoir si Manstein était au courant de l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944. La réponse est oui. Cependant, ce n'est qu'à la fin, alors qu'il ne restait que quelques jours avant l'attentat, qu'on lui a informé que l'objectif était d'assassiner Hitler. La première fois que Manstein a été informé qu'un groupe de militaires préparait un coup d'État contre Hitler remonte à la fin de 1942. À cette occasion, on lui a mentionné que s'il décidait de soutenir le coup, il serait nommé commandant en chef de l'armée, mais Manstein s'y est opposé. Quelques mois plus tard, en juillet 1943, Manstein a dîné avec les maréchaux Kluge et Rommel, au cours duquel les deux ont à nouveau insisté sur le fait que destituer Hitler était la seule solution pour éviter que l'Allemagne ne soit anéantie. Vous trouverez dans la description le programme où nous analysons en détail cette réunion. La réponse de Manstein a été que, à son avis, la guerre n'était pas encore perdue et que, en cas de situation catastrophique, Hitler abandonnerait volontairement la direction des armées allemandes. Tout au long de 1944, Manstein a reçu de nombreuses autres demandes pour soutenir le coup d'État contre Hitler, surtout après avoir été destitué. Cependant, sa réponse a toujours été la même. Un maréchal ne se soulève jamais. La dernière nouvelle qu'il a reçue était de son assistant, qui lui a informé qu'un attentat contre le Führer était prévu dans quelques jours. La réaction de Manstein a été de partir en vacances sur la côte nord de l'Allemagne, près de la célèbre base de Peenemünde. De cette manière, s'il y avait un attentat, il serait en vacances et ne serait pas suspecté d'y avoir participé. Lorsque l'attentat a eu lieu le 20 juillet, Manstein était en vacances depuis une semaine, ce qui lui a fourni l'alibi parfait pour ne pas être accusé de quoi que ce soit. Il est à noter que pratiquement tous les généraux de haut rang ont été sondés pour participer à ce coup d'État, y compris des personnages comme Walter Model et Dietrich. Cependant, tout le monde n'était pas informé des plans exacts. Nous pouvons conclure ce point du programme en affirmant que Manstein était parmi les mieux informés de ceux qui n'ont pas participé au coup. Et ainsi nous arrivons à la 6e curiosité du programme. Si Manstein avait des ancêtres juifs et ce que les SS ont déterminé dans leur enquête. Selon l'assistant de Manstein, le lieutenant Alexander Stahlberg, Manstein a toujours soupçonné que l'un de ses ancêtres était juif. Plus précisément, il croyait qu'un de ses arrière-grands-pères, appelé Lewi, aurait été un rabbin important à Varsovie, bien qu'il n'en soit pas certain. Cette question n'avait pas suscité l'intérêt des autorités allemandes jusqu'à ce que Manstein soit destitué à la fin de mars 1944. En raison des récentes discussions que le maréchal avait eues avec Hitler et de son manque d'engagement idéologique envers le Troisième Reich, les SS ont mené une enquête en avril 1944 pour déterminer si Manstein avait des origines juives. Finalement, l'enquête des SS n'a pas pu déterminer si Manstein avait des ancêtres juifs, laissant son dossier incomplet. Après la guerre, le fils de Manstein, Rüdiger, a affirmé que, comme son père, il croyait également qu'il pouvait avoir des ancêtres juifs, mais qu'il ne pouvait le prouver de quelque manière que ce soit.